Cédric Villani, merci de nous avoir fait l'honneur de nous rejoindre aujourd'hui. Vous avez tissé depuis 15 ans un lien particulier avec les Français. Vous êtes de ceux qui rendent accessibles des sujets réputés inaccessibles. Vous diffusez une approche scientifique optimiste et créez la confiance. Pour reprendre le terme du docteur Sylvie Briand tout à l'heure, vous êtes l'un de ces messagers de confiance. En 2018, alors que vous étiez élu de la République, vous avez produit un rapport qui fait date sur l'intelligence artificielle. Il fait date par sa méthode, puisque c'est la première fois que vous faisiez dialoguer des mathématiciens et des informaticiens, mais aussi l'ensemble de l'écosystème des grandes entreprises, des start-up, de l'État, des financeurs. C'est un rapport qui fait date par ses propositions, la proposition d'un cadre de priorité qui a été repris ensuite par plusieurs pays européens et notamment l'Allemagne. Et dans ce rapport, la santé est l'un des secteurs, des 5 secteurs sur lesquels vous proposez de concentrer nos efforts. Vous êtes aujourd'hui co-directeur avec le professeur Bertrand Nordlinger qui va intervenir plus tard dans la journée, le co-directeur du groupe de travail Santé IA de l'Académie nationale de médecine. Et peut-être que pour démarrer, je vous propose de poser 4 questions à Cédric pour laisser la salle réagir. J'aimerais vous faire réagir sur 2 points que Laurent n'a pas développés tout à l'heure dans son exposé sur l'étude liée à l'intelligence artificielle. Un premier taux de réponse très bas sur l'usage actuel d'IA générative en matière de santé. Donc quand on pose la question au panel de utilisez-vous des outils d'IA générative en matière de santé, la réponse oui régulièrement ne recouvre que 4% des interrogés. Donc une question sur l'usage et une question sur la confiance. Lorsqu'on interroge le panel sur l'utilisation d'un outil d'IA qui serait homologué par les autorités sanitaires et dont l'usage serait repris par un médecin traitant, est-ce que les panélistes auraient confiance en cet outil? Et là, le taux de confiance est très bas, puisqu'à 60%, la réponse est négative. Donc, est-ce qu'on peut peut-être commencer par ces questions? Merci beaucoup, chère Béatrice de Clermont-Tonnerre. Très heureux d'être ici dans cette académie de médecine où ça m'est déjà arrivé ici et là de donner des exposés et l'occasion effectivement de saluer Bernard Nordlinger avec qui je collabore depuis des années sur l'animation d'un groupe de travail qui se tient ici régulièrement en matière d'interface mathématiques et santé et le plus souvent, interface numérique et santé, intelligence artificielle et santé, avec 2 ouvrages édités et qui ont été l'occasion d'entendre des dizaines et des dizaines de projets intéressants, enthousiasmants ou au moins suscitant de la réflexion. Dans un domaine, la santé, qui est à coup sûr celui où l'intelligence artificielle a les applications les plus intéressantes et les plus puissantes, pour un certain nombre de raisons. Il n'y a pas longtemps se tenait à l'Institut Curie, à l'Institut Curie, le premier colloque entre les instituts interdisciplinaires intelligence artificielle de Nice, de Grenoble, de Paris, 2 journées même qui étaient consacrées à l'application intelligence artificielle en médecine et plus spécifiquement en imagerie médicale sur des sujets qui allaient du diagnostic à la chirurgie. Et c'était l'occasion de voir un domaine d'un grand dynamisme. Première question, pourquoi peu d'IA génératives en santé? Pour rappel, les IA génératives sont celles qui vous engendrent, qui vous produisent du contenu. Et les plus célèbres sont celles qui sont arrivées il y a un peu plus d'1 an de façon très vive, en pleine lumière avec ChatGPT, le produit d'OpenAI, et qui sont extraordinaires pour générer du texte. Le texte peut être aussi bien une lettre de motivation qu'une lettre de candidature au sénatorial, qu'une dissertation sur la façon dont Platon envisage l'organisation de la société. Et sur ces tâches, l'intelligence artificielle se débrouille remarquablement bien. Un étudiant qui vous rendrait une copie ou un comité de soutien qui vous rendrait une lettre de candidature comme celle que rendent les outils, vous le qualifieriez d'excellent.
Pourquoi est-ce qu'on les voit peu, ces outils en santé? Premièrement, c'est normal, une IA générative, que ce soit un ChatGPT ou un Bard ou une autre, n'est pas faite pour dire le vrai, le faux, l'exact. Elle est faite pour dire des choses plausibles. Et elle le fait très bien. Mais dans un domaine où vous avez besoin d'une vérification de ce qui est vrai ou faux, vous tombez dans un domaine critique, vous tombez sur le point faible le plus criant, le plus saillant des IA génératives. Il est certain que l'IA générative a au moins indirectement des applications importantes sur les questions de santé. Ça peut être, par exemple, pour analyser de façon synthétique un ensemble de comptes rendus d'opérations pour lesquelles vous avez beaucoup de textes et ils n'ont pas été rentrés de façon ordonnée, méthodique dans les tableaux de données, ou ils ont été entrés de façon erronée, comme ça a été discuté plusieurs fois dans le groupe de travail, par exemple, quand un acte chirurgical est entré dans les bases de données telles que SNIRAM ou autres liées au remboursement, ce n'est pas la réalité de l'acte tel qu'il a été fait qui est entré dans la base de données, mais l'acte remboursé qui, tant que les différents acteurs autour de la santé ne sont pas mis d'accord pour le référencer, est référencé provisoirement sous un proxy, qui n'est pas exactement l'acte chirurgical tel qu'il a été fait. Et vous avez une distorsion par rapport à la réalité. Le compte-rendu d'opération vous permet de savoir exactement ce qui a été fait, mais pas ce qui a été rentré dans les grandes bases de données. Et donc, l'analyse de tous ces corpus de texte, qui a déjà commencé dans un certain nombre d'établissements et d'entrepôts de données, qui ne l'est pas dans d'autres, est un exemple sur lequel des outils extrêmement forts sur la synthèse et l'analyse de textes comme les ChatGPT et autres pourront apporter leur contribution. D'autres exemples tout simples, ce seront, je ne sais pas moi, pour une ONG travaillant dans le secteur médical, rédiger plus facilement une lettre de demande au dossier épais que va demander l'administration pour faire ceci et cela, peut-être pour certains programmes d'expérimentation médicale répondre plus facilement aux complètement déraisonnable dossier que demande actuellement l'administration en vous demandant d'avoir telle garantie, tel protocole, etc., dans un domaine qui est objectivement surréglementé. Et donc il y a tout un ensemble de choses qui pourront aider. IA générative, bien sûr, sera très efficace pour le pire et pour le meilleur dans la grande lutte d'idées sur les réseaux sociaux. Et c'est un effet indirect important. Je sais que vous parliez à la Fondation Descartes, vous avez traité l'an dernier la question de l'environnement, de l'écologie. Il n'y a pas de doute qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle a bien plus d'effets néfastes en écologie que d'effets positifs. Une des raisons des effets néfastes est que l'IA sert aussi bien les intérêts de ceux qui veulent faire la transition que de ceux qui ne veulent pas la faire. Et ils sont bien plus puissants, ceux qui ne veulent pas la faire. Et une deuxième raison indirecte est que dans un domaine qui est éminemment politique et où les plus importants goulets sont politiques, les IA, les algorithmes, directement, indirectement, participent à faire monter les discours climato-dénialistes. Je vous renvoie aux travaux de David Chavalarias de l'Institut des systèmes complexes et à son analyse de comment est le paysage des idées sur Twitter, encore empiré après le rachat par un célèbre milliardaire dont je tairai le nom. Et les impacts négatifs de cette bataille d'information, au début sont juste des idées, à la fin des fins se comptent en milliards, en dizaines de milliards, en centaines de milliards à l'échelle mondiale quand il s'agit d'investissements qui sont rejetés. Et donc des impacts négatifs sans aucun doute. Et en matière de santé aussi, la question algorithmique va peser dans la question d'information, des informations, dans tous les discours et indirectement avoir un effet positif peut-être, négatif peut-être, sur les questions de santé. Deuxièmement, sur la question de la confiance. Première grande leçon qu'on peut tirer de la question Covid, et telle que je l'ai vécue durement, c'est que si vous n'avez pas la confiance a priori, c'est très très dur, voire impossible de la regagner en temps de crise. Vous pouvez dire ce que vous voulez, faire ce que vous voulez. Et les communications verticales sont les pires en la matière. Le communiqué qui dit voici la réponse, validée par nos experts et tout, aura aucun effet sur les personnes qui n'ont pas déjà la confiance. Et ça m'est arrivé, et c'est très dur de me retrouver en face de personnes qui sont en crise complète de confiance. Pas une question de désinformation. Vous avez parfois ces gens qui sont extrêmement informés, mais en complète crise de confiance. Vous leur dites telle étude, ils vous disent non. Ils vous disent je ne crois pas aux médias, je ne crois pas à ce que vous dites, je ne crois pas à ce que dit l'Académie des sciences, je ne crois pas à ce que dit le gouvernement, etc., etc.
quand en désespoir de cause, vous leur dites mais vous savez, même moi, vous pensez, pour certains qui vous disent il y a un grand complot pour pousser à la vaccination et ainsi de suite, et vous leur dites bon, écoutez, taux de vaccination dans les parlementaires qui étaient en fonction au moment de l'épidémie de Covid, il est de 99%. Pas 80% comme on a vu sur population générale et autres, 99%. Vous croyez vraiment qu'on aurait participé, alors peut-être qu'on a été bête et naïf, mais en tout cas, pas un complot organisé dans lequel on aurait trempé. Et là, ils vous répondent, je ne vous crois pas, vous mentez, vous faites semblant d'être vacciné. Là, tout est perdu. C'est impossible. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas raccrocher quel que soit le raisonnement logique. Donc cette confiance, elle s'acquiert, elle est préexistante. Et c'est très très dur de remonter la pente. Alors maintenant, quand vous dites l'IA homologuée par les autorités sanitaires, maintenant il y a la confiance auprès des personnes qui ont perdu la confiance ou la confiance auprès des professionnels de santé. Et ceux qui disent une IA homologuée par les autorités sanitaires. D'abord, l'expérience montre que l'État n'est pas le meilleur acteur pour développer les algorithmes. En général, les processus de validation peuvent être très très longs. Les considérations politiques sont extrêmement présentes. Vous vous souvenez des feuilletons Stop Covid / Tous Anti-Covid, la façon dont le politique avait le plus grand mal à gérer les questions de confiance qui étaient liées à ça, la façon dont même le grand feuilleton de savoir que ça allait être un outil de coopération européenne ou pas était quelque chose. Alors, qu'on soit clair. A posteriori, on a vu que ces outils ne servaient essentiellement à rien par rapport à, sur le champ, freiner l'épidémie. Les outils numériques ont été très efficaces dans les pays autoritaires qu'ils ont utilisés pour surveiller la population, flécher, fliquer et tout ce que vous voulez, mais dans les démocraties occidentales, ça n'a guère eu d'effet. Mais à une époque, on pouvait légitimement se poser la question. Et ça avait été soumis à tous les canaux légitimes de conseil qui doivent homologuer ou donner des réserves. La CNIL avait examiné, rendu un avis, disant ouais, il y a tel truc dans ce qu'envisage le gouvernement qui ne nous plaît pas, mais globalement, ok, avec quelques amendements. Le Conseil national du numérique avait fait pareil, il avait dit ok avec quelques amendements. Le comité d'éthique d'intelligence artificielle avait fait pareil avec quelques amendements. L'échelon européen, je ne sais plus comment il s'appelle, contrôleur européen de la protection de données, le CEPLU, quelque chose comme ça, avait fait pareil. Tous les organes avaient homologué et donné leur aval. Quand arrive le débat parlementaire, hop, les parlementaires, vous savez, il y a un grand problème démocratique quand même, c'est très inquiétant cette histoire de fichage dans Tous Anti-Covid. Il faut créer un nouveau comité. Il faut créer un nouveau comité qui va être constitué de politiques, de scientifiques, de citoyens, qui va examiner l'impact de ce truc, rendre un rapport, etc., etc. Comitologie, grande spécialité des gouvernements, avec cette idée, chaque fois qu'il y a un problème, on va créer le comité qui va faire avec un empilement qui fait d'ailleurs que, quant à l'office parlementaire scientifique, on devait aborder ce sujet, une des grandes tâches, c'était de comprendre qui faisait quoi dans tous les différents comités. Il y avait tous les conseils scientifiques imaginables, certains dont on découvrait qu'ils n'existaient plus au moment où on commençait le rapport, d'autres qui ne faisaient pas ce qu'on croyait, d'autres qui se redoublaient, et ainsi de suite. Et donc l'État, c'est normal dans ce contexte très politisé, est obligé légitimement de tenir compte de tout ce qui est dans le fond culturel des citoyens, et c'est légitime, est entravé par toutes sortes de problèmes. Pas très bon pour faire les homologations de tout ce qui est logiciel. Donc c'est normal qu'il y ait une certaine défiance. Maintenant, pour regagner la confiance en matière d'outils technologiques, il y a un premier ingrédient qui s'appelle le passage par un proche. Et de la même façon que le médecin, c'était l'une des conclusions, est l'acteur le plus efficace pour convaincre ou transmettre une information. Vrai ou fausse, hein, j'ai vu passer une étude estimant que, enfin vraie ou incomplète, estimant qu'à peu près la moitié des découvertes scientifiques validées, certaines ne sont juste jamais appliquées sur le terrain, parce que ça se perd dans la chaîne d'information, que c'est une chaîne humaine, mais en tout cas, ça reste l'acteur le plus efficace pour transmettre. De la même façon, quelqu'un qui vous dit « j'utilise tel outil est efficace », je dis n'importe quoi, par exemple, le radiologiste qui va vous dire « j'utilise cet outil », qui dit à son collègue « regarde comment le truc fonctionne, etc. », c'est un vecteur de confiance qui est efficace. Deuxième possibilité de vecteur de confiance, c'est une marque dont l'expérience a montré qu'elle était fiable dans le passé, c'est l'expérience de l'utilisateur. Il se dit, je vais faire confiance à cette marque, je ne sais pas exactement qui est derrière, c'est un ensemble d'ingénieurs, de PDG de qui sait quoi, mais dans le passé, c'était des produits fiables, je vais faire confiance à cette marque pour la suite. Et ça va être bien plus efficace
en pratique en général que le tampon donné par l'État. Vous parlez Un dernier usage, pardon, et ça va nous mener à une digression. Des fois, parfois, mais il faut faire attention quand il y a recours, mais parfois, forcer la main à l'usage d'un outil engendre la confiance. Ça peut paraître paradoxal, mais vous avez un certain nombre d'exemples comme ça. Et ça me ramène à un sujet, vous parliez d'hésitation vaccinale. En 2017, à l'Office parlementaire scientifique, on surveillait ce sujet. La France était connue pour être un pays de grande hésitation vaccinale, c'était bien avant le Covid. En 2017, le gouvernement décide d'imposer un certain nombre de vaccinations. Et je faisais partie de ceux qui pensaient c'est pas malin comme évolution, ça va braquer les gens et on va avoir une augmentation du scepticisme. 2 ans plus tard, on regarde les évaluations, c'était avant le Covid, et on voit qu'au contraire, le taux d'hésitation vaccinale a baissé. Et on se retrouvait face à un paradoxe. Et il y a des fois, encore rétrospectivement, je n'ai pas vu passer d'études sur le sujet, mais je pense rétrospectivement qu'on était face à ce phénomène où le fait d'avoir quelque chose qui s'invite à vous, même si elle n'avait pas voulu, vous vous accoutumez à cette chose et vous y prenez confiance. C'était ce que Pascal, qui par bien des côtés s'opposait, qui aimait bien marquer son opposition à Descartes, appelait le rôle de la machine. Ce qui est mécanique et les habitudes pour influer sur vos convictions. Dans son fameux texte sur le pari, Pascal dit bien allez à l'église et faites comme si vous croyiez, et si ça se trouve, vous mettrez en disposition d'esprit qui sera plus à même de croire. Son argument, abêtissez-vous. Et des fois, on peut continuer, commenter, etc., sur ce texte extrêmement célèbre et très brillant, mais il est incontestable que certaines des choses, nos convictions sont influencées par nos habitudes. Et parfois, le fait d'imposer quelque chose entraîne une confiance plus importante. C'est un outil à manier avec précaution, parce que comme on le voit, comme on l'a bien vu, des fois on impose quelque chose et c'est au contraire, ça braque. Alors, ma dernière question, avant de laisser la parole à la salle, est liée à la gouvernance, peut-être pour aller plus loin dans ce que vous décriviez comme la comitologie de l'État, etc. Aujourd'hui, en matière d'IA générative, en matière d'IA en général, des décisions qui ont un très fort impact politique sont prises par des ingénieurs, sont prises de manière technique, avec une réflexion qui est ce qu'elle est sur les différentes conséquences éthiques ou politiques. Quelle est la gouvernance réaliste souhaitée? Est-ce le rôle des États? Qu'est-ce qui fonctionnerait? Est-ce que c'est trop tard? Je fais appel à votre réalisme de responsable politique. C'est globalement et d'habitude une illusion que de penser qu'un outil va imposer de soi-même une évolution souhaitable politique. Il y a plein de contre-exemples à ça, mais pour parler des réseaux sociaux qui nous intéressent, si vous regardez les déclarations des pères fondateurs de l'Internet à la fin des années 80, dans le début des années 90, vous aviez ce sentiment béat de ces vaillants ingénieurs, entraînés par les Tim Berners-Lee, Roger Caillot et autres, de ce nouveau mode de communication horizontale qui va apporter le partage universel de la connaissance, la fraternité entre les humains. On voit aujourd'hui à quel point Internet, à quelques exceptions comme Wikipédia, peut-être le reflet le plus fidèle, ou les archives, c'était mentionné dans l'exposé du professeur Bréard, les archives, médarchives, etc., qui participent à cet idéal de partage universel de la connaissance. Pour l'essentiel, les contenus sur Internet sont dominés par des passions, des intérêts financiers considérables, des attaques et tout ce que vous voulez de façon négative, dans un monde où au moins 95% du trafic d'email mondial est du spam, et dans un monde où on recense par chaque jour plus de 100 milliards de cyberattaques. Bon. Donc vraiment, l'Internet, c'est très très loin du rêve démocratique et d'amitié qui était celui des pères fondateurs. Et c'est pareil avec l'IA ou les autres objets. Il faudrait être naïf pour penser que de soi-même, la technologie et les experts vont venir avec un certain usage et une modification de la société telle qu'elle est souhaitée. Deuxième remarque, la question démocratique
que posent les intelligences artificielles aujourd'hui, les algorithmes, depuis l'influence ou les tentatives d'influence avérées sur les votes démocratiques, comme c'était le cas avec Cambridge Analytica pendant le vote du Brexit, comme c'est le cas aujourd'hui avec toutes sortes de robots et tout ce que vous voulez. Et le problème de plus savoir distinguer le vrai du faux, les deepfakes dans lesquels n'importe quel leader politique peut être montré de façon hyper réaliste en train de faire une déclaration odieusement raciste, rigoureusement antisémite, ou ce que vous voulez. Cette chose-là, la première fois qu'on m'en a parlé, je m'en souviens de façon très claire, c'était il y a presque 30 ans dans une fête étudiante qui était organisée entre mon école de scientifique, j'étais le président du BDE à l'époque, et l'école d'à côté qui était une école d'art. Et on était en train de discuter avec l'esprit un peu embaumé par l'alcool, mais j'ai ce souvenir très vif de ces étudiants en art qui m'expliquaient l'arrivée de ce monde où le progrès des algorithmes allait poser un problème démocratique, parce que le vrai, le faux, etc. Et moi j'avais beau comprendre les algorithmes bien mieux qu'eux, je crois, je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient. C'était vraiment un langage étranger pour moi. Et ils m'ont dit ça, ces étudiants en art à l'époque, je ne sais pas quels étaient leurs enseignants et qui les sensibilisaient ainsi, de façon beaucoup plus claire et lucide que ce que tous mes professeurs de sciences pouvaient me dire à l'époque. Ce qui montre que ce n'est pas les spécialistes et les ingénieurs qui sont les mieux placés pour répondre à ça. D'ailleurs, il y a aussi des études passionnantes qui vous montrent qu'un groupe d'experts sur un domaine donné, quand il s'agit de prédire des grandes évolutions de société, est souvent mauvais et souvent moins bon qu'un groupe de citoyens représentatifs, non experts, préalablement informés. Ça a été testé de façon spectaculaire sur les prédictions géopolitiques. Vous assemblez des experts qui sont des ambassadeurs, diplomates, ce que vous voulez, vous leur demandez les prédictions sur l'état du monde tel qu'il vient et tout ça, et vous trouvez quelque chose qui est significativement moins bon que les prédictions obtenues par un panel de citoyens naïfs à qui vous avez confié des informations. Et c'est normal, vous êtes expert, vous avez un biais. Vous aimez votre domaine, si vous êtes diplomate, vous aimez croire dans le succès de la diplomatie. Vous êtes développé telle technologie, vous aimez croire que cette technologie qui donne un sens à votre boulot, elle va servir l'humanité en bien. Ces biais, ils peuvent se retrouver dans les décisions. Et donc, ce que je veux dire, c'est que globalement, c'est aux politiques de décider combien ces grands outils transformeurs vont changer les choses, et pas aux scientifiques et à l'expert. Maintenant, il y a encore autre chose qu'on a vu ces derniers temps. Le management des très grands groupes qui font l'actualité mondiale et le buzz là-dessus, il est chaotique, complètement dingo et pas du tout guidé par l'éthique. On a eu le feuilleton de Sam Altman, se fait virer, se fait revenir, etc. Une PME qui opérerait comme ça, on dirait c'est pas possible, ce sont des barjots, un fonds d'investissement refuserait de les investir, mais là, les milliards affluent et affluent pour OpenAI. On a eu les déclarations, toutes les déclarations possibles du propriétaire de Twitter nous déniaisant, si jamais on avait cru qu'il avait un projet de progrès pour l'humanité. On a eu le scientifique en chef de OpenAI il y a quelques jours qui déclarait à travers la presse, on ne sait pas comment c'est déformé, en tout cas ce que la presse rapportait, c'était scientifique en chef de OpenAI nous dit j'ai peur d'un avenir où l'intelligence artificielle généraliste pourrait nous traiter comme des animaux. Mais vous voyez, vous avez le gars qui est censé être le représentant scientifique de l'entreprise d'intelligence artificielle la plus célèbre du monde, qui vous parle d'un scénario de science-fiction tel qu'on pouvait le voir n'importe où comment, qui n'a rien à voir avec la réalité et les vrais enjeux de l'IA. Donc cette gouvernance absolument déraisonnable vous montre que ce sont vraiment aux politiques de garder le lead là-dessus, même si c'est très très difficile vu la concentration phénoménale de puissance, de capitaux et de chaos qu'il y a derrière. Un truc qu'on apprend en politique, c'est que plus vous approchez du pouvoir, plus c'est chaotique. Et à tous les étages. Et là, en ce moment, le pouvoir énorme économique et médiatique de ces grands acteurs qui ont fait de grandes réalisations scientifiques par ailleurs, il fait qu'on ne peut pas, en tant que tel, c'est pas raisonnable de leur faire confiance pour mettre en œuvre les bonnes décisions. À la salle, est-ce qu'il y a une question au bout ? Ah, c'est pour le live, pardon.
J'ai aussi l'habitude de faire des cours sans micro. Donc, les experts, on les a beaucoup dénigrés lors de l'information sur le Covid. Il y a des blogs sur Internet, des gens sur des réseaux sociaux qui ont dénié ce rôle d'expert aux experts sur des choses extrêmement complexes. Est-ce qu'à un moment, malgré tout, dénier la parole aux experts, c'est pas non plus faire le jeu de la désinformation, du complotisme et peut-être de pays extérieurs, puisqu'on sait aussi, vous avez parlé de la masse de fausses informations sur les réseaux sociaux, mais on sait qu'une partie de ces fausses informations viennent de fermatrolles ou de gens payés en France pour les répandre. Oui, pour tel ou tel réseau mafieux ou telle puissance étrangère qui veut déstabiliser la nation. Et qu'est-ce qu'il y en a? Attention, je pense surtout pas qu'il faut dénier la parole aux experts. J'ai l'habitude de m'exprimer partout, toujours et sur plein de sujets. Et l'expert a le droit de s'exprimer comme tout le monde. Ce qu'il faut dénier, c'est le fait que ce soit l'expert qui décide. Et j'insiste et je veux réinsister toujours sur le duopole. L'expert conseille, le politique décide. Et j'ai vu, j'ai traîné mes guêtres dans plein de comités de scientifiques en appui à la décision politique ou politiques qui se faisaient conseiller par les scientifiques pour voir et être convaincu que c'est dans la proximité, y compris proximité physique, entre le conseiller et le décisionnaire qu'on arrive à avoir des bonnes informations, des choses nuancées, des stratégies. Mais avec un politique qui toujours écoute les experts, tâche autant que possible d'écouter le contradictoire, tout en sachant bien que parfois le fait d'aller écouter le contradictoire, si vous êtes politique et que c'est médiatisé, peut être une prise de position politique en tant que telle, mais en tout cas d'être aussi informé que possible, mais sans jamais se dédouaner du fait qu'à la fin la décision revient aux scientifiques. On a eu tous les cas de figure pendant l'épidémie de Covid dans les rapports parfois compliqués entre le conseil scientifique et le gouvernement. On a eu tous les rapports. Parfois, ça se passait très bien. Parfois, le pouvoir politique cherchait à instrumentaliser le conseil scientifique, par exemple en leur faisant porter le chapeau une décision politique qu'ils avaient du mal à assumer. Parfois, le pouvoir politique disait les scientifiques disent ceci, mais nous allons plutôt faire cela. Et c'est légitime si le pouvoir politique explique en disant je tiens compte de cet avis, mais il y a tel autre facteur qui peut être un facteur politique, culturel, philosophique ou qui sait quoi, qui fait qu'à la fin je vais faire comme ça. Le pire, ça a été des fois où on a vu le pouvoir politique, pour faire passer la pilule à l'opinion parce qu'il voulait prendre une décision qui n'était pas celle conseiller le conseil scientifique, œuvrer en coulisses pour décrédibiliser le conseil scientifique en faisant passer le message à tel ou tel journaliste. Vous savez, le conseil scientifique, ils se prennent pour les rois, ils nous marchent sur nos plates-bandes. Ça, c'est le pire parce que vous sapez la confiance dans les institutions. Et c'est très important de réaffirmer ce rôle. Chacun sa place. J'avais juste une remarque. Bonjour, je représente les hôpitaux universitaires de Strasbourg et j'ai pris cette fonction-là en mars 2020. Donc dans un grand moment de solitude, vous imaginez bien, c'est juste à côté de Mulhouse, hein, pour gérer l'information publique et la gestion de crise dans cet hôpital. Donc quelques remarques. Merci pour votre exposé très clair et surtout très libre sur la comitologie. Je ne suis pas en train de faire du régionalisme anti-parisien, je vous rassure, mais sur la comitologie, ça pose quand même plusieurs questions. Déjà la question de la temporalité, parce que les malades chez nous, ils n'attendaient pas de décision au niveau national, ils s'accumulaient dans nos urgences, et vous savez que les urgentistes conjuguent le temps, non plus le temps présent, mais le temps au quart d'heure. Là, c'était le temps presque à la minute. Donc question de la temporalité que vous n'avez pas évoquée. La question du juste niveau d'alerte, parce que nous, on avait l'impression de prêcher dans le désert, y compris en matière de confinement, de déconfinement. Quel est le juste niveau d'alerte? Sur quoi est-ce que ça joue en définitive?
la question effectivement du flux d'informations qu'il y avait à cette époque-là. Donc résultat des courses, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un hôpital comme le nôtre, donc un CHU, donc le U joue, la question de l'universitaire joue beaucoup, mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On met souvent des œillères et on se dit on va gérer, et donc c'est très médecin dépendant. Donc merci les médecins, parce que ce qui me rassure, c'est qu'ils arrivent quand même à un niveau 1 en termes de confiance et de crédibilité, si j'ai bien compris votre... Voilà, et nous, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a poussé les murs de nos réanimateurs, on a exporté les patients en Allemagne, etc. Mais c'était très, très, très humain dépendant, indépendamment de toutes les couches successives. Donc ce qui me semble très important aussi, c'est par rapport à tout ça, le retour d'expérience qu'on en tire et comment est-ce qu'on peut faire pour limiter un peu ces niveaux de comitologie qui sont certes passionnants, mais qui, en termes de prise de décision en cas d'urgence, me laissent perplexe. Merci. Merci pour le commentaire très pertinent. Première remarque, il y a eu toutes sortes, un certain nombre d'études pour analyser de façon comparative comment les pays ont réagi à telle ou telle à la pandémie, selon telle ou telle chose. Et c'est incontestable que les pays dans lesquels l'épidémie a été la mieux gérée par rapport à la population, ce n'était pas forcément ceux qui étaient les mieux équipés, qui avaient les meilleurs équipements, mais c'était ceux dans lesquels il y avait une assez forte confiance, en particulier cohésion de la société. Le pire étant un pays comme les États-Unis, où le truc était hyper politisé, hyper en défiance, tout ce que vous voulez, mais grande cohésion de la société, et puis un facteur culturel et humain qui permettait de faire face à la crise. Le pays, pendant la première vague, peut-être qui a le plus forcé l'admiration de tout le monde, c'était la Corée du Sud, dans lequel il y avait encore la mémoire collective des grandes épidémies, dans lequel il y a une très forte taux de confiance au sein de la population, dans lequel l'un des très rares pays dans lesquels les disputes politiques se sont mises en veilleuse pendant le temps de l'épidémie. Dans la plupart des pays, ça a renforcé les clivages politiques le moment de l'épidémie. Donc ce sont ces facteurs humains qui sont les premiers facteurs qui aident. Deuxièmement, de façon générale, mais ça je crois c'est quelque chose de général, quand vous avez une question technologique qui arrive, la question technologique ça peut être l'équipement des spécialistes en IA, ou ça peut être comment la société réagit à cette nouvelle forme d'information qui sont les réseaux sociaux. Le meilleur facteur, celui qui est décisif, c'est celui du bon équipement humain. Pour un hôpital, ça va être la façon de recruter les bons experts. Pas la bonne solution, parce que juste vous achetez la bonne solution, éventuellement vous ne savez pas la mettre en œuvre, vous devenez dépendant de l'entreprise, vous avez un problème de souveraineté. Mais si vous avez la bonne solution et les bonnes personnes en interne qui savent vous guider à travers le développement, qui savent travailler à l'interface avec les autres personnes, c'est là les choses vont beaucoup mieux. Sur un outil d'IA, by the way, un outil d'IA de santé, un outil qui marche, qui est adopté, qui a du succès, le code algorithmique proprement dit d'IA, c'est ultra minoritaire. L'essentiel de ce qui fait marcher, c'est ce qui est en interface, la façon dont ça vient avec les données, la façon dont ça répond aux demandes de l'utilisateur, des choses qui n'ont pas à voir stricto sensu avec la science elle-même. Donc ce facteur humain, il est majeur. Troisième remarque, un truc que j'ai appris en politique, c'est que les problèmes scientifico-techniques, on arrive à les résoudre. Les experts sont là, il y a toujours quelqu'un pour trouver quand c'est résolu, il y a toujours quelqu'un pour apporter la solution. En revanche, les problèmes humains et politiques, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Vous vous heurtez à des murs qui peuvent durer pendant des années, des décennies. D'ailleurs, qu'à voir, vous allez dans des réunions de la COP ou du Subsidiary Bodies à Berlin, c'est un choc. Vous allez dans l'exposé des scientifiques et ils vous disent on a fait tel truc, on va changer notre modèle, le AR7 il sera meilleur que le R6, on a été tel ou tel outil pour avancer et on va progresser, tirer les leçons des erreurs. Puis vous allez dans la salle politique et vous entendez les leaders qui vous disent il faudrait voir à comment définir un comité qui va peut-être réfléchir à la façon dont on pourra décider une feuille de route qui va entraîner, mais faire attention. Puis quelqu'un qui dit l'ordre du jour n'est pas le bon, mais ce problème on l'a déjà résolu l'an dernier. Non, c'était il y a 10 ans déjà qu'on avait cette question et tout ça. Bon. Et puis c'est vraiment une affaire, et c'est légitime aussi, les affaires humaines sont beaucoup, beaucoup plus dures à résoudre et en ce sens beaucoup plus précieuses. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer en priorité. Il y avait le dernier truc que je veux dire par rapport à la temporalité, c'est le truc le plus dur. Conseil scientifique, vous écoutiez Jean-François Delfrécy et les informations qu'il vous donnait changeaient parfois d'une semaine à l'autre, et légitimement. Genre, tel jour on vous dit ça va être un carnage, et puis 10 jours après, non,
c'est arrivé, on a vu comment ça s'est passé dans tel pays et ça a été moins grave que ce qu'on pensait, donc on doit réviser complètement à la baisse. Donc, et vous avez le personnel hospitalier qui est là, qui dit que, quoi, comment et tout ça. Moi je le voyais avec l'hôpital de circonscription. Et cette question de temporalité, évidemment, c'est l'élément le plus dur dans tout le système. Mais aussi dans la mise en œuvre, même en temps de paix, même en temps hors de crise. Bernard Nordlinger, qui parlera tout à l'heure, est l'un des acteurs majeurs du pôle national données de santé, du Health Data Hub, comme tout le monde l'appelle, qui était l'une des conclusions de mon rapport pour mettre en place une grande base de données partagée entre des acteurs publics, privés, sur des questions de santé, pour être interrogés par tel ou tel modèle. Ce hub a eu beaucoup plus de problèmes politiques que techniques à résoudre depuis qu'il a été lancé. Le grand débat sur la souveraineté pour savoir quelle est la nationalité qui détient la solution qui héberge le cloud, qui a fait perdre un temps considérable. Le grand débat sur la confiance des différents acteurs. Le grand débat de comitologie qui fait qu'aujourd'hui, avec les exigences de CNIL, les rapports de ceci et cela, ce que m'ont dit les startups désireuses, les jeunes pousses désireuses de travailler sur le dossier, c'est que les unes n'arrivaient jamais à avoir les données, les autres il leur fallait 10 mois pour avoir l'accès aux données. Peut-être que Bernard donnera des informations plus engageantes là-dedans, mais aujourd'hui, les lenteurs administratives pèsent beaucoup plus que les questions techniques. Et ça fait partie des sujets sur lesquels je souhaite que l'État puisse simplifier les procédures, dans certains cas accepter de revenir en arrière sur la réglementation, de réglementer un peu moins, ne serait-ce que par comparaison internationale. C'est pas seulement le sujet des données. J'avais travaillé à l'Assemblée nationale sur la question des déchets de santé. Qu'est-ce que vous faites avec les dasseries, les trucs comme ça, et les réglementations en France sont parmi les plus exigeantes au monde, mais de façon déraisonnable dans certains cas. Et il y a un sujet de surréglementation qui est dur à aborder politiquement, mais qui pourtant devrait l'être. Excusez-moi, on va continuer notre programme, on est déjà très en retard. C'est intéressant parce que c'est la désinformation en santé. Ces gens découvrent une lettre de l'Agence européenne du médicament, des choses que tout le monde sait en fait. On peut continuer peut-être, hein, parce que c'est pas très intéressant. Parce que moi je suis pressé, j'ai un cours cet après-midi. S'il vous plaît. Non, mais on va pas. Il n'y a pas de raison. Vous avez pu vous exprimer. Je vous remercie et je vais demander à Carole Bien-Aimé-Besse d'introduire la table ronde suivante. Comment dorénavant informer en santé, s'il vous plaît. Alors, en ce qui concerne, si je suis interpellé, les effets secondaires existent. Les effets secondaires étaient dans... Alors, excusez-moi, mais moi je suis médecin. Et à un moment, il faut arrêter. Monsieur Villani, vous êtes mathématicien, moi je suis médecin. Les effets secondaires existent, personne ne l'a jamais nié. Le fait que tous ces gens-là qui sont venus exprès pour foutre le bordel à ce colloque, puisque c'était un appel sur Internet hier, découvrent aujourd'hui des effets secondaires, découvrent que le consensus en médecine existe, découvrent que leur petit business commence à s'effondrer parce que, hélas, le Covid, maintenant on a le mycoplasme, on a d'autres pathologies et qu'on ne peut pas rester sur le Covid tout le temps. Et donc, essayent de venir perturber, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure sur les experts et le politique. C'est-à-dire que quel est le rôle de citoyen, entre guillemets, parce que la plupart des citoyens se sont fait vacciner, la plupart des citoyens n'ont pas vu d'effets secondaires graves, et quel est l'effet des citoyens sur notre politique et sur la fermeté de nos politiques par rapport à ce qu'il faut faire. En tout cas, merci, hein, Monsieur Villani. Complètement d'accord, et le fait que les effets secondaires existent n'entame pas le fait que, par exemple, je me suis fait vacciner et j'estime avoir bien fait avec toute l'information dont je disposais et même tenant compte des effets secondaires.
Merci Cédric Villani.